Bonjour, cette vidéo est l'enregistrement d'un partage soignant-soigné. Pourquoi ce projet d'enregistrement? C'est un constat partagé par nous quatre. La parole des patients est puissante pour enseigner les soignants. Donc cet enregistrement a un objectif pédagogique, mieux connaître la douleur de la maladie drépanocytaire et mieux la prendre en charge. Je suis le professeur Corinne Pondaré. Je dirige le centre de référence pédiatrique de la drépanocytose à l'hôpital intercommunal de Créteil et j'enseigne à Paris 12. Je laisse la parole à Luce. On va chacune se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Luce Kousekessona. J'ai été drépanocytaire SS et j'ai été greffée à 30 ans d'une greffe haploïdentique en 2013. Je travaille en tant qu'auxiliaire de vie scolaire et sur différents projets en lien avec la drépanocytose et l'aide aux patients. Alors, je suis Malika Blada, j'ai 36 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis nouvellement greffée, donc anciennement drépanocytaire. J'ai été greffée en juin 2020, il y a quelques mois, et je participais il y a quelques années à des ateliers d'éducation thérapeutique en qualité de patient expert à l'hôpital Georges Pompidou. À toi, Yolande. Donc bonjour à tous, je suis Yolande Adjibi, j'ai 36 ans. Je suis atteinte de drépanocytose, donc de la forme SS. Voilà, donc j'ai été diagnostiquée avant ma naissance, puisque j'ai déjà une sœur aînée qui est atteinte de drépanocytose. Et voilà. Et sinon, j'ai été beaucoup investie dans le domaine associatif, puisque j'ai présidé une association de patients à Marseille et ensuite la fédération SOS Globi. Donc actuellement, je ne suis plus membre de ces associations car je travaille pour un laboratoire pharmaceutique, mais je reste bénévole. Voilà. Je vais poursuivre par juste quelques diapositives d'introduction, de notions scientifiques, c'est un grand mot, mais qui sont aussi quand même beaucoup liées. Ce que je vais dire, c'est lié quand même à mon expérience, finalement, ce que j'ai observé. Voilà, juste quelques diapositives d'introduction. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par les échelles d'évaluation. Faut-il les utiliser chez les patients atteints de drépanocytose? Alors oui, on peut les utiliser et il faut retenir que ces échelles d'auto-évaluation restent la mesure la plus adéquate pour mesurer les ressentis. Mais j'imagine que comme beaucoup de soignants, je pense que vous avez vécu plein de situations où finalement, on ne sait pas quelle signification donner à cette évaluation et on sait encore moins comment y répondre. Et donc, je vais vous présenter une étude qui a été publiée en 2013. Je vous encourage vraiment à la lire, puisque c'est une équipe qui s'est intéressée à la signification finalement des scores d'évaluation de la douleur chez les patients atteints de drépanocytose. Et vous voyez que c'était des jeunes patients entre 8 et 18 ans. Alors, je vais résumer, mais globalement, cette équipe-là s'est aidée finalement de l'avis du patient en posant quelques questions visant à avoir son avis sur est-il soulagé, est-ce qu'il a besoin de plus, est-ce qu'on peut baisser. Et donc, je cite, et ça a été comparé au score d'évaluation. Donc, vous voyez ici, les questions qui sont posées, elles sont simples. Hein. Par rapport à la dernière fois où tu as évalué ta douleur, dis-nous de combien elle a changé. Et vous voyez que les patients pouvaient répondre, elle est identique, elle est pire, bien pire. Vous voyez que là, le niveau, le score de VA, ici, vous avez en ordonnée les scores de VA, il n'y a pas de changement. Hein. Et puis, à l'inverse, quand la douleur est dite bien mieux, vous voyez que la baisse du niveau de VA, ben, elle est très peu importante. Une autre question qui était intéressante, c'était, voilà, là où tu en es maintenant, juste maintenant, est-ce que tu penses que tu as besoin de plus de traitement contre la douleur? Et la réponse pouvait être non ou oui. Et vous voyez qu'ici, quand les patients disent qu'ils ont besoin de plus, finalement, ils ont des scores médians de VA de 8. Or, nous, ce qu'on a appris avec les échelles, ce qu'on apprend en tant que soignant, hein, c'est qu'au-delà de 4, il faut augmenter le traitement. C'est-à-dire qu'au-delà de 4, classiquement, ça veut dire que le patient a besoin de plus.
Alors, pourquoi ces différences? Elles sont très importantes à comprendre. C'est que les échelles d'auto-évaluation, elles ont été validées chez des patients qui avaient une douleur aiguë. Or, la douleur drépanocytaire, elle a des particularités. C'est qu'elle est récurrente, voire même chronique. Donc effectivement, il y a des différences. Il faut les connaître. Bien sûr, utiliser les scores d'EVA, mais associer quelques questions en plus. Vous voyez qu'elles sont très simples. Les associer pour finalement mieux s'adapter aux besoins du patient. Et donc, un patient qui répondrait, qui a encore 6 par exemple, et qui répondrait « j'ai pas besoin de plus », il ne faut pas augmenter, par exemple, la morphine, parce qu'on risque d'aller vers plus de toxicité. D'accord? Donc, c'est vraiment pas tout à fait ce qu'on a appris pour les douleurs qui sont aiguës. Alors, quelques notions aussi sur le circuit de la douleur. Ce qui est à l'origine de la douleur, c'est la vaso-occlusion. C'est le centre finalement de la physiopathologie de la douleur drépanocytaire. Donc, c'est la lésion des tissus qui va être à l'origine d'un signal douloureux. Le signal douloureux est transmis via la corne dorsale de la moelle épinière au cerveau. Il faut comprendre que le ressenti de la douleur dépend bien sûr de l'importance de l'influx douloureux, mais aussi de la façon dont le signal va être traité. Et il y a des éléments, on va voir plus tard, qui vont contrôler la transmission du signal en plus ou en moins vers le cerveau. Ensuite, quand le message douleur arrive au cerveau, il est distribué dans différentes zones pour analyse. Il y a un chemin pour réagir à la douleur. C'est ce qu'on appelle l'intégration motrice. Donc, par exemple, un endroit qui fait mal, un bras qui fait mal, on ne va pas l'utiliser, on ne va pas s'en servir. Il y a aussi la réaction de retrait qui est classique. Quand on se brûle, on a le réflexe de retirer notre main. Il y a un chemin pour percevoir la douleur. C'est le ressenti douloureux. C'est ce qu'on appelle l'intégration sensorielle. Et ça va localiser la douleur. Ça va aussi analyser son intensité, sa qualité. Est-ce que c'est une brûlure, un étau? Et enfin, il y a aussi un chemin pour comprendre la douleur. C'est ce qu'on appelle l'intégration cognitive. Et il faut savoir que à chaque expérience douloureuse vont être associées des émotions et des souvenirs. Alors, juste pour vous, l'aire du cerveau qui gère les émotions, ce sont les amygdales, alors que les souvenirs sont formés et stockés dans l'hippocampe. Et ce qu'il faut comprendre d'emblée, c'est qu'en fait, il y a des ponts entre finalement la perception sensorielle, la mémoire et les émotions qui en sont associées à l'expérience sensorielle. Alors, la douleur drépanocytaire, comme toutes les douleurs, c'est un phénomène multidimensionnel qui associe une expérience sensorielle, une expérience émotionnelle, cognitive et comportementale. Cas de particulier, la douleur drépanocytaire, c'est qu'elle est intense et elle est récurrente. Et ça, c'est des choses qui sont connues. Dès lors qu'on expérimente une douleur intense, vraiment intense, ou parfois moins intense mais récurrente, ça conduit à un phénomène qui s'appelle la sensibilisation. Et en fait, schématiquement, c'est que le chemin du signal de la lésion vers le cerveau, finalement, c'est une autoroute. Il n'y a plus rien qui l'arrête et ça va très vite. Ça correspond à un état d'hyperexcitabilité du cerveau qui fait qu'une douleur, même faible, qu'on pourrait considérer comme faible, n'est plus gérable et est perçue comme intolérable. C'est ce qu'on appelle l'hyperalgie. Et puis, parfois, c'est une hypersensibilité à quelque chose qui n'est pas forcément douloureux, comme un toucher léger, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu, parfois les patients disent qu'ils ne se font pas de bolus parce qu'ils sentent le bolus passer dans les veines et c'est douloureux pour eux. Ben, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilisation. C'est des choses qui sont vraiment connues. Voilà, les autres particularités de la douleur drépanocytaire, elle est imprévisible. Et ça veut dire qu'on peut comprendre le stress émotionnel qui est associé parce que finalement, on ne peut ni l'anticiper, ni s'y préparer, ni l'éviter. Et ça conduit vraiment à une anxiété. Parfois, c'est une véritable détresse liée au sentiment de ne pouvoir échapper à la douleur. Et puis, la douleur drépanocytaire, elle est précoce. Elle peut survenir dès les premiers mois de vie. Il y a des complications douloureuses qui ont été décrites dès 3 mois. Et vous savez qu'un enfant n'a pas les capacités de gérer ses émotions. Et donc, il va être complètement débordé par des émotions qui sont très fortes, parce que la douleur, le côté lésionnel est aussi est énorme.
Et puis, vous savez aussi que l'enfant, finalement, c'est une éponge, on dit, au plan émotionnel, et qu'il va intégrer les émotions de son entourage. Et si l'entourage est lui aussi débordé par l'émotion, et vous savez que chez les parents, on peut aussi retrouver un sentiment d'impuissance, ils ne peuvent rien faire pour aider leurs enfants, rien faire pour prévenir aussi la douleur, elle arrive comme ça. On peut voir aussi des sentiments de culpabilité, d'incompréhension de ce qui se passe, voire des syndromes dépressifs. Donc, vous imaginez comme le stress émotionnel est majeur et l'enfant qui lui-même vit ce stress et qui ne peut pas être accompagné finalement par son entourage parce que lui-même est débordé, ça peut vraiment être un sentiment d'abandon qu'il vit. Voilà, un peu plus grand, il y a des émotions telles que le découragement, la tristesse, d'être différent de la fratrie, des pairs. La composante cognitive, c'est quoi? C'est finalement la mémoire des expériences précédentes, qu'elles aient été vécues par le patient lui-même, ce qu'il a vécu la fois d'avant, ou il y a aussi les expériences racontées dans les familles, par les pairs aussi, parfois, par les réseaux sociaux. C'est ce qu'on a su, et on peut avoir entendu parler de mort de quelqu'un dans la famille, quelqu'un au pays. Les expériences personnelles, par exemple, la fois d'avant, la douleur qui monte très, très vite, qui devient intolérable, et puis personne n'a même pas eu le temps d'arriver aux urgences. Donc, on va avoir en mémoire cette expérience, on va dire, négative. Le fait d'avoir été piqué plein de fois, qu'on n'arrive pas à être piqué, c'est des choses, quand elles sont présentes, quand elles ont été vécues une fois, elles peuvent revenir. Voilà. Ou par exemple, les personnes qui ont eu des effets secondaires à un traitement, qui n'ont pas été entendues. Cette émotion, cette expérience revient au moment d'une autre douleur. Et les émotions ou les souvenirs, les expériences, quand elles sont négatives, en fait, augmentent le ressenti douloureux. Ça, c'est quelque chose de connu. À l'inverse, les émotions ou les souvenirs positifs, eux, vont diminuer le ressenti douloureux. Et puis, la composante comportementale, rapidement, on connaît effectivement, les soignants sont tout à fait formés à reconnaître un enfant qui crie, qui a l'attitude de retrait ou même qui est atonique. En revanche, on ne comprend pas quand on voit un patient qui paraît complètement détaché de ce qui se passe. Et vous verrez que c'est une stratégie d'auto-hypnose. Et puis, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a des patients qui vont manquer de confiance en eux et qui ne vont pas oser exprimer leur douleur. Parfois pour protéger leur entourage aussi, parfois pour des stratégies personnelles, ne pas être amené à l'hôpital. Et puis, il y a quand même des situations où finalement le patient n'a plus confiance en l'autre, y compris aux soignants. Et ça, il faut le comprendre parce que ça va modifier finalement le ressenti de la douleur. Je passe maintenant la parole à Luce. Alors, Luce, on ne vous entend pas. Pour commencer, on va faire le point sur cette fameuse échelle de la douleur. Elle nous paraît loin d'être appropriée aux douleurs drépanocytaires. Par exemple, adolescente, je me suis cassé une jambe et j'ai pu marcher du collège jusqu'à l'hôpital et ça va, ça allait. Mais quand j'étais en crise drépanocytaire, la douleur me paralysait et je ne pouvais ni réfléchir ni bouger. Ce qui est une douleur qui n'est pas représentative sur une échelle de 0 à 10. On le fait parce qu'on n'a pas d'autre choix, mais c'est très compliqué de mettre un chiffre sur cette douleur, d'où l'importance d'une question ouverte. Comment vous sentez-vous par rapport à votre arrivée ou comment vous sentez-vous par rapport à un traitement? Les douleurs drépanocytaires. Le plus important à comprendre, c'est que c'est la force et la violence de ces douleurs. Elles peuvent varier en intensité sans raison apparente. Elles sont migratoires, sans raison encore. Leur durée leur est propre. Elles peuvent varier de quelques minutes, voire quelques secondes, à plusieurs semaines. Alors, l'invisibilité de la douleur. Ce qui est bien connu, c'est le côté physiologique dans le corps lors d'une crise vaso-occlusive, avec les globules rouges, leur forme et le problème de circulation.
Mais à l'extérieur, les CVO sont pour la plupart du temps invisibles. Il arrive dans certains cas un gonflement du membre douloureux, mais très souvent en surface, on ne voit rien. J'ai essayé de représenter certaines de ces douleurs visuellement. La sensation d'étau, c'est une sensation assez forte, une pression très forte de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. On a l'impression d'être écrasé et c'est très inconfortable et très douloureux. Le marteau-piqueur, on ressent des vibrations à l'intérieur de l'os et on a du mal à bouger et à décrire ces douleurs en fait. Elles sont tellement fortes qu'on a cette sensation de vibration qui nous paralyse. Le marteau, ce sont des coups répétés ou dons qui résonnent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'os. Le pic à glace, c'est une douleur très aiguë, très persistante. Alors, il y a aussi une composante de temps dans cette douleur. On sait quand la crise commence, mais on ne sait pas quand elle va s'arrêter. Ce qui met en place une espèce d'angoisse qui monte vis-à-vis des complications. Alors, la mise en place des stratégies d'éviction. Quand on a des crises aussi récurrentes, violentes et envahissantes, on n'a pas d'autre choix que de mettre en place des stratégies d'éviction. On a aussi le temps. Ce sont des stratégies qui nous aident à contenir les douleurs. Elles se mettent en place très tôt vers l'enfance ou lors des premières crises. Très petite, j'avais déjà des mouvements frénétiques et ma mère savait quand je faisais une crise parce qu'elle me sentait bouger d'une manière qui n'était pas naturelle et je me berçais aussi. Plus tard, on m'a expliqué que je faisais aussi de l'auto-hypnose parce que j'avais cette propension à penser, à rentrer dans mon imaginaire plutôt que de rester dans mon corps et de visualiser quelque chose en me concentrant très fort. Quand la crise est vraiment intense, insupportable, pour une question de survie, on met en place la bulle vitale. C'est une bulle qui nous prend beaucoup d'énergie et on a besoin de beaucoup de concentration. Et le fait d'en sortir et de rentrer, ça nous fatigue. Donc, on reste dans cette bulle, on se concentre et des fois, on déconnecte avec le corps. On essaye de penser que à ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Et il y a aussi l'impassibilité du visage. On a tellement mal qu'on se fige, on ne bouge plus. Il y a la musique aussi. Quand j'étais ado, je me réfugiais dans la musique et je me concentrais sur ce que j'écoutais plutôt que sur les douleurs. Les composantes émotionnelles. En pleine crise, on a une grande sensibilité exacerbée. On est démunis, très fragilisés par rapport à la douleur. On est déjà à fleur de peau. Donc, tout ce qui se passe autour de nous, de négatif, est ressenti puissance 10, puissance 100. Et quand on doute de nous, qu'on remet notre douleur en question, on le prend très personnellement et les réflexions qui sont cassantes nous touchent et on a vraiment beaucoup de mal à comprendre en fait ces réactions. Donc, on ne réagit pas sur le coup, mais on est très, très blessé à l'intérieur. La composante, il y a aussi des comportements positifs. Ils sont tout simples, la présence, l'écoute et l'empathie. Plus les soignants sont informés sur cette maladie, moins ils ont du mal à mettre en place ces comportements qui nous aident et qui nous réconfortent. Alors, en ce qui me concerne, je vais plutôt afficher mon visage. Alors, en ce qui me concerne, je vais aborder plutôt la composante émotionnelle.
la composante émotionnelle en elle-même, les émotions négatives que la crise vaso-occlusive en milieu hospitalier peut engendrer. Et j'aborderai aussi la notion de nécessité, besoin d'une présence à l'autre. Alors, en tant que telle, la crise vaso-occlusive, au moment où j'arrive à l'hôpital, elle me procure deux sentiments assez importants et assez intenses. Un sentiment de stress, notamment, et un sentiment d'anxiété. Le stress, notamment lié à ce côté imprévisible, au fait que je ne puisse pas contrôler l'arrivée d'une nouvelle crise, et le stress lié au fait que je puisse être entendue, et l'anxiété liée au fait de percevoir la durée de la douleur, quand est-ce qu'elle va s'arrêter, son intensité, si je vais pouvoir être écoutée, être soulagée. J'ai aussi, je rappelle que je suis maman de 2 enfants. Du coup, lors de mes crises en milieu hospitalier, j'ai le sentiment de délaisser ma famille, de délaisser mes enfants. Et du coup, j'ai ce sentiment de me sentir inapte dans mon rôle, de délaisser ma famille, alors que ma famille me sait en sécurité et bien prise en charge. Seulement, ça n'empêche pas ces émotions de ressurgir et de m'envahir parfois ou pendant les crises. Du coup, pendant que ces émotions... pendant que je ressens ces émotions négatives, notamment le stress et l'anxiété, ben forcément, le ressenti de ma douleur est beaucoup plus importante. Face à ça, j'ai eu l'occasion de faire face à, des, à une présence à l'autre à l'hôpital, que ce soit souvent au travers de soignants ou à travers les visites de ma famille. Et je voulais justement aborder les bénéfices de cette présence à l'autre. Pour moi, lorsque les soignants, parce que je fais vraiment la part des choses, pour moi, il y a le côté soignant et il y a le côté famille, mais comment dire, la famille est là un temps à l'hôpital, durant des moments où je feins de ne pas ressentir l'intensité de la douleur, pour les protéger, pour profiter pleinement de ce moment d'évasion. Et face aux soignants, je relâche tout, je relâche toute la pression, tenter que je me sente en confiance. Et je leur fais part de l'intensité, de la réalité de mes douleurs. Et du coup, cette nécessité que l'autre soit à mon écoute réelle, une réelle écoute active, une empathie, elle m'est absolument vitale. Parce que ne pas être écouté, c'est augmenter le ressenti de ma douleur. Être écoutée à l'inverse, ça réduit le ressenti de ma douleur. Je me sens pleinement écoutée, je me sens entendue. Ça me permet du coup de ressentir ce moment d'écoute active. Ça fait diminuer mon stress, mon anxiété, et c'est un moment qui m'est absolument vital, parce que sans cette présence à l'autre, mes émotions qui sont pas parasitantes parce qu'elles sont là et que je les ressens, mais ces émotions négatives qui augmentent le ressenti de la douleur, sans la présence des soignants, ces douleurs, elles sont déjà parfois insupportables, mais elles prendraient une dimension vraiment beaucoup plus importante. Et j'ai le souvenir justement de personnes pendant des crises qui étaient particulièrement violentes, ou des crises qui arrivaient quand ce n'était pas le bon moment. Enfin, une crise n'arrive jamais quand c'est le bon moment, mais là, j'ai le souvenir d'une fois où mes enfants étaient malades. Et à ce moment-là, j'ai eu une crise. Je suis allée à l'hôpital et vraiment, j'ai ressenti un stress très important, plus important que les fois précédentes, parce que je n'étais pas présente pour mes enfants et au moment où ils avaient le plus besoin de moi. Du coup, j'étais alitée, j'étais en proie à des douleurs insupportables. Je me sentais vraiment complètement inutile. Je me sentais pas à ma place à l'hôpital alors que mes enfants étaient malades. Et à ce moment-là, un médecin s'est assis sur mon lit, a posé la main sur ma cuisse, et elle s'est ouverte, parce que c'était une femme, hein, elle s'est ouverte à moi en toute simplicité, en toute authenticité, en me disant qu'elle aussi, elle était mère, qu'elle m'a parlé en tant que femme,
en tant que mère, et elle me disait qu'elle aussi, c'était difficile pour elle de voir ses enfants souffrir, mais qu'elle le comprenait parfaitement. J'avais juste besoin de ça, qu'on puisse comprendre ce moment douloureux et pénible pour moi. Et ce moment-là, cette main posée sur la cuisse, elle a vraiment été libératrice. Je me suis sentie entendue, un moment plein d'empathie, un moment plein de douceur, je dirais même un moment plein d'amour, hein, même si ce n'est pas l'amour conventionnel tel qu'on se l'imagine, mais vraiment un moment très très fort et qui a permis vraiment de... Mon anxiété, mon stress, le stress que je ressentais à ce moment-là ont vraiment diminué et j'ai pu me recentrer sur moi-même et faire confiance à l'équipe pour être soulagée. Du coup, ce moment-là vraiment c'est un moment que j'ai gardé vraiment profondément en moi et qui m'a accompagnée pendant très longtemps, qui m'accompagne toujours, mais qui m'a accompagnée durant les crises qui ont suivi. Et de me dire que je suis dans un environnement qui me comprend, des personnes qui, euh, comment dire, qui font preuve d'humanité, parce que j'ai pu entendre à certains moments qu'ils n'étaient pas psychologues, mais c'était pas de la psychologie que j'attendais, c'était juste de l'empathie, de l'écoute active. Et à ce moment-là, ce souvenir-là m'a permis de me dire que finalement, j'allais être soutenue quoi qu'il arrive et que j'allais être entendue, que ce moment d'empathie a permis d'ancrer en moi un moment vraiment positif. Du coup, la suite les suites, je les ai perçues vraiment différemment. Et il y a des moments aussi que je ne peux absolument pas oublier parce que des infirmières qui, en dehors de leur service, m'apportent un petit quelque chose à manger. C'est des moments comme ça qui sont vraiment très intenses et j'ai un soutien autre que le soutien familial ou amical. Et c'est un soutien, comment dirais-je, c'est pas uniquement, on sent que c'est pas uniquement lié à leur position de soignant. On sent cette humanité, ce besoin de présence à l'autre et qui est vraiment authentique. Et pour moi, et ces moments-là font toute la différence. Et c'est ça que je voudrais transmettre aujourd'hui, ce rôle prépondérant qu'ont les soignants auprès des patients, ne pas sous-estimer ces moments-là, parce que c'est des moments qui sont... Et même, j'ai d'autres souvenirs hein, comme ça, hein, même pendant ma greffe. Je leur disais qu'ils avaient compté pour un tiers pendant ma greffe, par exemple, ou pendant mes crises. C'est énorme. C'est-à-dire que la part qu'ils prennent durant ces moments douloureux, dans le sens propre comme dans le sens figuré, c'est une part très importante et qui n'est pas à négliger. Et c'est qu'ils se sentent prêts à prendre cette position, à tendre la main, à être authentiques, faire preuve d'empathie, d'écoute active, parce qu'ils en sont capables, parce qu'ils ne sont pas uniquement des soignants, mais des êtres humains, et qu'à ce moment-là, c'est un moment authentique, partagé, et qui fait beaucoup de bien et qui peut, même eux, dans leur position de soignants, les aider dans leurs soins finalement, puisque ça fait diminuer le ressenti de la douleur que j'ai pu ressentir. Voilà, c'était vraiment ce message qui me tenait à cœur de partager, de dire aux soignants que leur place est là auprès des patients, que ce ne sont pas juste des soins, que ce sont aussi des moments partagés humainement et de façon authentique. Alors moi, je vais passer la parole à Yolande. Merci Malika. Du coup, en fait, moi, je vais vous parler un petit peu de la douleur sur le plan vraiment du ressenti, sur le plan cognitif, pour que vous compreniez un petit peu le type de douleur auquel on est confronté quand on a une crise. Donc déjà, en fait, c'est une douleur incomparable à d'autres douleurs. C'est une douleur sourde, violente, pulsatile, brutale, qui vraiment vous casse en fait, vous casse, vous empêche de bouger, vous brise physiquement, mais vous brise aussi moralement, émotionnellement. Donc en fait, la première fois, le premier souvenir de douleur que j'ai, c'est très petite, hein. Bon, j'ai eu des crises dès quelques mois, mais vraiment la première conscientisation, c'était après une sortie piscine
Donc, j'avais sûrement souffert de déshydratation. Et en fait, les douleurs se sont installées de manière assez progressive. Donc, on a d'abord l'impression d'avoir des espèces de fourmis. Enfin, c'est un peu plus violent que des fourmis, mais qui montent progressivement dans le bas du dos. Et ensuite, bah voilà, ça devient plus violent. Et ce qui est un peu étonnant, en fait, quand on est dans un corps, malade finalement et qu'on a toujours ressenti la douleur, c'est qu'on n'a pas forcément conscience que les autres ne ressentent pas, cette douleur. Donc on n'a pas conscience, que ce n'est pas quelque chose de normal de ressentir, la douleur et on n'a pas conscience aussi, bah, voilà, comment ça va finir, comment ça va s'arrêter. Donc, je vous dis ça parce que ce souvenir, en fait, j'étais à la piscine, au centre aéré avec ma petite sœur, quand la crise a commencé. Et en fait, moi, progressivement, j'ai été de plus en plus mal. J'avais 6 ans. Et elle était toujours alerte. Voilà, elle courait, elle jouait. Et c'est vrai que je ne comprenais pas en fait ce qui se passait. Mais je pense que physiquement, par rapport à mon attitude, par rapport à mon visage, par rapport au fait que je suis partie m'allonger, ma mère a immédiatement compris que j'avais une crise. Et bon, finalement, j'ai fini en hospitalisation. Donc, c'est vraiment pour vous décrire déjà ce qui se passe physiquement, psychologiquement, quand on ressent une crise de douleur. Ensuite, par rapport à cette douleur, bah, on développe plusieurs stratégies en fait, mais ça vient en fait avec la connaissance du corps. Donc la prise de conscience de cette douleur et la connaissance de son corps, des signes avant-coureurs, etc. Donc un enfant qui a une crise de drépanocytose, forcément, il va être hyper expressif parce qu'il ne sait pas ce qui se passe, il ne comprend pas ce qui arrive. La douleur est tellement brutale que de toute manière, les larmes viennent toutes seules. Le fait d'essayer de faire sortir aussi cette douleur du corps en se roulant, en bougeant, en ayant des mouvements frénétiques, comme Luce, tu expliquais au départ. Voilà, c'est comme ça qu'on peut comprendre la douleur chez un enfant. Mais petit à petit, parce qu'on va voir la réaction de notre entourage, on va voir que c'est une réaction quand même assez forte. Les gens sont inquiets, troublés, voilà, se sentent impuissants. Donc, on voit l'impuissance des gens par rapport à la douleur. Donc, petit à petit, en se construisant, bah, on intériorise cette douleur. Et on n'arrive plus à l'extérioriser de manière normale. Par exemple, un adulte qui va... Est-ce que je m'arrête ou pas ou, Donc, un adulte qui va avoir une douleur extrême, bah, elle va l'exprimer. Sauf que nous, on a tellement l'habitude de ressentir ce type de douleur que finalement, ça va être intériorisé, ça va sortir d'une autre manière, ça va s'exprimer d'une autre manière, une manière non conventionnelle à celle que, bah, par exemple, vous avez l'habitude de voir quand quelqu'un de lambda a mal. Donc, moi, je vous explique ça parce que très tôt, dans ma famille, on est 4 enfants et on est 2 malades. Et très tôt, ma sœur aînée m'a expliqué que plus je m'agitais, plus la douleur allait monter et plus je criais, plus j'exprimais ma douleur, moins vite et moins ça avait de chances de se calmer. Donc très vite, j'ai commencé à intérioriser et à avoir ces stratégies, on va dire, de non-expression de la douleur, à me figer, à essayer de ne pas bouger comme si le fait de ne pas bouger pouvait faire en sorte que cette douleur sorte de mon corps. Voilà, donc ça a été très vite comme ça. Et puis petit à petit, j'ai su reconnaître les signes avant-coureurs, j'ai su comprendre quand une crise venait progressivement et quand prendre les traitements pour que ça n'explose pas. Parfois, il y a aussi des moments où bah voilà, la crise, elle vient de manière hyper brutale, hyper violente. Il n'y a pas de signes avant-coureurs, où il y a des très petits signes, mais la douleur est tellement intense dès le départ qu'il n'y a rien à faire. Il m'est même arrivé à la fac de sortir de cours pour essayer de me rendre dans ma chambre et être dans l'incapacité de marcher.
de m'asseoir par terre et d'être... J'étais même dans l'incapacité d'écrire un texto pour appeler une amie. J'ai juste marqué SOS ou au secours, hein, quelque chose comme ça. Et je ne pouvais pas m'exprimer tellement la douleur était violente et paralyser mes cordes vocales, etc. Donc, c'est pour vraiment essayer de vous faire comprendre le type de douleur et l'intensité de douleur qu'on ressent. Par rapport aux stratégies, on va dire, corporelles, d'évitement, de gestion de la douleur, moi, j'ai commencé à faire de l'auto-hypnose, ou en tout cas à me rendre compte que je faisais de l'auto-hypnose assez tardivement, parce que je pense qu'en fait, c'est un phénomène automatique qui s'enclenche à partir du moment où on ressent ce type de douleur. Le fait que le cerveau ait conscience de la douleur, en fait, accentue le ressenti de la douleur. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, le fait d'essayer de ne pas garder son âme, son cerveau, sa pensée dans son corps lorsqu'on on ressent une telle douleur, c'est une attitude salvatrice, parce que ça va permettre petit à petit de laisser le temps aux antalgiques d'agir, et ça va permettre aussi de se calmer finalement émotionnellement. Donc très tôt, voilà, j'ai eu ces attitudes figées où soit je ne bougeais pas, soit je fixais un point du plafond. Voilà. Donc j'ai le souvenir d'une crise particulièrement violente. C'était une douleur qui ne m'était pas arrivée depuis longtemps. J'ai été réveillée très, très, très fort dans la nuit et je me suis retrouvée dans l'incapacité de marcher, de bouger. Enfin, j'ai l'impression qu'au moment où je posais mon pied par terre, que mes os se brisaient, en fait. Donc, j'ai été emmenée aux urgences et puis, bon, moi, d'habitude, les antalgiques classiques, entre guillemets, la morphine à petite dose, ça me calme bien les crises. Et puis là, première administration de morphine, rien. Donc c'est comme si on ne m'avait rien donné. On m'a donné du Méopa, alors que moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas en fait. Là, je m'accrochais parce que ça me permettait justement de garder mon esprit ailleurs, en dehors de mon corps. Mais la douleur était telle qu'à un moment donné, mon esprit revenait sans cesse à mon corps. Et pendant des jours, je pense que ça a été comme ça pendant 24 heures, plus de 24 heures, les doses antalgiques qu'on me donnait n'avaient aucun effet. On m'a donné de la kétamine, on m'a donné toutes sortes de choses. Et puis, j'ai même questionné les soignants en leur demandant ce qu'ils mettaient dans la perfusion, vu que je n'avais aucun soulagement. Donc, je pense que j'étais dans la phase hyperalgique que Corinne a décrit au début de la présentation. Et en fait, la seule chose qui m'a permis de, on va dire, ne pas craquer, je ne sais pas, psychologiquement, c'est vraiment de me mettre dans ma bulle, dans la bulle que Luce a décrite. Donc, de faire comme si rien n'existait autour de moi, en fait. Le fait donc fixer le mur, fixer le plafond, ne pas parler, ne pas bouger, ne pas répondre aux stimulus extérieurs, ça me permettait vraiment de ne pas craquer. Et les soignants, en fait, au départ, n'ont pas compris. Ils pensaient que je me moquais d'eux ou que j'étais hautaine. Ou, voilà. Puis, à un moment donné, il y a un soignant qui m'a un peu secouée verbalement en me disant « Mais mademoiselle, il faut répondre, il faut vous laver, il faut faire quelque chose. » Et à ce moment-là, ma réaction, ça a été une larme qui s'est mise à couler et un j'ai mal parce qu'en fait, il m'avait tirée de ma léthargie. Et donc là, je pense que par rapport à ça, lui, c'est comme si j'avais réussi à lui faire ressentir la douleur que je ressentais. Et là, j'ai vu sur son visage qu'il a été très choqué. Et à ce moment-là, il a dit « C'est pas grave, je vais tout faire pour vous ». C'est vrai qu'il m'a fait ma toilette, il m'a donné à manger. Il ne me faisait plus parler, il n'essayait plus de me faire parler. Il comprenait vraiment que j'étais vraiment dans ce stade-là où vraiment il ne fallait pas me sortir de la bulle. Voilà.
Donc, c'est un peu des termes forts que j'ai employés et imagés, mais c'est vraiment pour essayer de vous faire comprendre ce qu'on vit quand on est en crise et que même si on pleure pas, même si on se roule pas dans tous les sens, même si on crie pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mal, ça veut juste dire que on est habitué à ces douleurs et qu'on est habitué à la gérer de la manière dont on la gère. Voilà. Alors, juste, est-ce que Luce, après, vous avez peut-être 2 minutes pour rajouter quelque chose après avoir entendu Yolande et Malika? Et vous me dites, hein? Non? En tout cas, je voulais juste dire que quand j'entends l'énergie psychique que ça demande finalement de tenir cette douleur, on comprend mieux. Il n'y a pas longtemps, une jeune fille m'a dit que elle se rendait compte qu'elle n'allait plus gérer psychiquement finalement. Voilà, donc il n'y a pas que le corps, mais il y a effectivement comment on peut continuer à gérer ces drames qui se reproduisent en fait chaque fois. Voilà, alors je vais repartager mon écran et je vais conclure avec quelques... Qu'est-ce qu'on peut finalement retenir? Enfin, on va retenir beaucoup, hein, mais qu'est-ce que je peux en dire? Pour nous, soignants, finalement, que faire? Alors, après ce qu'on a entendu, vous voyez qu'il faut vraiment croire les patients. Et là, on a des données scientifiques qui sont des données d'IRM fonctionnelles, c'est-à-dire qu'on peut regarder quelles zones du cerveau sont activées au cours d'une expérience et on peut regarder aussi l'intensité de l'activation. Et en fait, ça, c'est démontré. Quand quelqu'un dit qu'il a 9 sur une échelle, hein, eh bien, ça s'active comme 9. C'est intense. S'il dit 2, l'activation est bien moindre. Donc, quand quelqu'un dit qu'il a mal, dit qu'il a très mal, qu'il a 9, c'est qu'il le ressent 9. Et donc, vraiment, il y a une règle qui s'applique tout le temps, qui est de ne jamais remettre cela en question. Ne pas dire non plus c'est une douleur psychologique. En fait, c'est une douleur ressentie. Maintenant, c'est important, vous l'avez vu, de comprendre quelle est la composante qui est activée et laquelle, sur laquelle on peut agir. Ensuite, eh bien, vous voyez que c'est très important de connaître les différentes composantes de la douleur drépanocytaire et aussi les ponts qui existent entre la perception sensorielle, qui est le ressenti, mais vous voyez qu'il y a des ponts, en fait, avec la mémoire et avec les émotions qui ont été associées aux expériences douloureuses. Donc, savoir qu'il y a des ponts. Hein, il n'y a pas que la lésion et puis ça arrive à la perception. Non, il peut y avoir des ponts, effectivement, entre la mémoire et la perception. Et donc, on comprend ainsi que parfois, il y a des situations où le ressenti douloureux va rester vif et présent, c'est-à-dire des patients qui vont continuer à se coter à 9, alors qu'en tant que soignant, nous, on dit, bah non, il bouge plus qu'avant, on a l'impression qu'en fait, sa douleur a diminué. Et ça c'est possible, les échelles vont plafonner si en fait les autres composantes de la douleur ne sont pas prises en charge. C'est-à-dire si on prend la composante lésionnelle, d'accord, mais qu'on oublie la composante émotionnelle, à ce moment-là, on peut être dans des situations où ça plafonne, tout simplement parce qu'on n'a pas pris en compte ces autres composantes. Il faut savoir aussi que la morphine, on en a parlé, classiquement, elle va soulager la composante lésionnelle, mais elle ne soulage pas tellement les autres composantes. Ainsi, vous voyez qu'un score, je prends ça, hein, 9, ça veut la réponse. Il faut toujours comprendre que c'est leur ressenti. Donc, ça existe, c'est vrai. En revanche, la réponse, elle n'est pas unique. Ce n'est pas plus de morphine. Vous l'avez entendu, ça peut être plus de présence, plus d'attention. Aussi, la distraction, autoriser qu'un parent vienne, autoriser le téléphone pour appeler la meilleure amie. Vous voyez que ça va aussi finalement permettre de diminuer le ressenti de la douleur. Et puis, je pense qu'il y a des situations, et on peut le faire, on peut apprendre au patient, qu'il soit enfant, qu'il soit adulte, à lui-même finalement différencier les différentes composantes de la douleur. Bien sûr qu'elles sont intriquées,
Mais on peut arriver à repérer quelle est la composante qui bloque à ce moment-là, qu'est-ce qui est présent. Et puis aussi, expliquer les ponts qui relient les différentes composantes. Et moi, ça m'arrive de l'expliquer à des patients en montrant que parfois, il y a une émotion très forte qui est là, qui fait très mal et qui continue à appuyer finalement sur la perception sensorielle. Alors, bien sûr, pour ça, il faut connaître. C'est l'objectif un petit peu de cette présentation. Mais aussi, je pense que ça nous pose la question à nous, soignants, de est-ce qu'on sait nous-mêmes lire nos propres émotions? Est-ce qu'on sait les gérer? Et je dirais, les émotions qu'on vit finalement face aux patients qui ont ces douleurs-là, c'est parfois notre échec à soulager, parfois notre fatigue, parfois notre stress et d'autres. Et puis, alors ça, je crois que vous voyez un petit peu que finalement, il n'y a pas qu'une composante émotionnelle, qu'une composante sensorielle. Tout ça est intriqué, d'accord? Et si on veut que le patient puisse s'ouvrir éventuellement, apprendre à reconnaître une émotion qui est présente depuis très longtemps, voilà, et c'est clair qu'il faut stopper la lésion. C'est-à-dire que il faut arrêter les crises vasoclusives. Sinon, c'est impossible. On a vu l'intensité, ce que ça représente en termes de stress psychique. On ne peut pas y arriver. Personne ne peut y arriver, je crois. Si à un moment, on fait au plan médical on ne permet pas de stopper l'expérience en fait lésionnelle, en tout cas la crise vasoclusive. Et ça, on a des données scientifiques qui montrent que, par exemple, sous programme transfusionnel, on diminue la survenue de crise et puis par la greffe aussi. Et pendant ce temps, effectivement, où on va essayer de remettre au repos la composante lésionnelle de la douleur, c'est là où on peut, à ce moment-là, proposer un accompagnement psychologique, se faire aider, on va dire, des professionnels de l'écoute, à la fois pour les enfants, mais à la fois pour les parents, pour que les patients puissent apprendre à reconnaître leurs émotions et qu'on puisse les aider à les gérer de façon positive. Il y a différentes techniques, et puis il y a l'écoute, et puis des techniques d'hypnoanalgésie, de distraction. En finale, quel est notre travail, je dirais? Ça serait de remplacer les émotions, les expériences, les souvenirs négatifs, comme le sentiment d'impuissance, par finalement, au moment d'une autre expérience douloureuse, des émotions positives, comme par exemple la capacité de prendre soin, la capacité de choisir. Et là, effectivement, on l'a entendu, c'est comment faire ça? C'est déjà être présent à l'autre, être présent aux patients, savoir les écouter parce qu'ils ont les clés de beaucoup de choses. Et puis, quand on les écoute, finalement, renforcer, mobiliser leurs capacités, leur savoir, leurs compétences. Par exemple, leur poser la question où finalement tu veux qu'on pique, comment tu veux qu'on pique, ou est-ce que c'est maintenant qu'on peut baisser la morphine, est-ce qu'on le laisse encore? Par exemple, aussi leur faire confiance dans la capacité qu'ils ont de savoir quand il faut se présenter aux urgences. Pour les parents aussi, moi, je pose souvent la question, vous pensez qu'il a mal où? Et ils savent en général où les enfants ont mal. Où pensez-vous qu'il a besoin de plus? Voilà, vous avez passé la nuit avec lui, vous l'avez changé ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de sa douleur? Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on fait plus? Est-ce qu'on peut faire prendre un bain ou pas? D'accord? Ça va les valoriser. Ça va les aider à retrouver l'estime et la confiance en eux, qui est essentiel en fait pour changer ce vécu de la douleur. Et puis, je crois qu'aussi, il faut mobiliser leur capacité à agir, à choisir. Je pense qu'il est essentiel qu'ils soient associés à la décision thérapeutique. Ça peut être tout bête, par exemple, comme est-ce que, on diminue maintenant la morphine ou on attend encore ce soir, par exemple. Respecter, je crois aussi, leur droit à être informés des différentes possibilités thérapeutiques. Pour moi, c'est aidant. Et vous voyez qu'en finale, tout ça, plus finalement, ils sauront mobiliser leur propre capacité, leur savoir, leur capacité d'agir, finalement, on va les aider à dépasser la fatalité que t'a imposé la maladie. C'est ce qu'on appelle, vous savez, la théorie de la résilience. Et je crois que nous, en tant que soignants, on peut aider justement à les rendre plus forts si au moment de la crise, ou au moment de toute façon de la prise en charge, on les associe, aux soins et aux choix. Voilà, j'en ai fini. Je tiens à remercier Yolande, Luce et Malika pour leurs témoignages qui sont précieux. Et vous souhaitez que vous puissiez vivre des bonnes expériences positives, que les patients puissent vivre des émotions positives au cours des crises. Même si on leur souhaite plus de crise, bien sûr.